On pense souvent aux jeux vidéo comme un simple divertissement, une façon de s'évader. Mais est-ce que ça s'arrête vraiment là? C'est la grande question. Est-ce qu'un jeu peut vraiment nous apprendre quelque chose, nous faire réfléchir ou même carrément changer notre vision du monde? Eh bien, c'est toute la promesse de ce qu'on appelle le serious game, le jeu sérieux. Un jeu qui a une mission, un but utile. Et justement, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air simple, mais qui est, je pense, un vrai casse-tête. Est-ce que ça marche vraiment? Hmm, Pour y voir plus clair, on va décortiquer une étude assez fascinante menée il y a une dizaine d'années par Orange Lab. Ils ont essayé vraiment de mesurer l'impact de ces jeux. Et on va voir que leur enquête, elle ressemble presque à un roman policier. c'est exactement ça. Il y a des fausses pistes, des rebondissements. Des découvertes complètement inattendues. Tout à fait. L'objectif de départ, c'était d'évaluer l'impact de communication basée sur le jeu auprès du grand public. Et il faut bien comprendre que c'est une tâche incroyablement complexe. Ah oui, j'imagine. Comme le rappellent les chercheurs, on n'est pas des éponges, hein. Notre culture, notre humeur du moment, même la pièce dans laquelle on joue. Tout ça, ça peut influencer la façon dont on reçoit un message. Bien sûr. Et face à ce mur de complexité, ils n'ont pas essayé de tout résoudre d'un coup. Ils ont adopté une démarche par étapes, un peu comme un détective qui rassemble ses indices un par un. D'accord. Alors, mettons notre casquette de détective. Première étape, par où on commence? J'imagine que pour mesurer un impact, il faut d'abord prouver qu'il peut exister. C'est la première question qu'ils se sont posées. Et leur idée de départ était plutôt astucieuse. Au lieu d'essayer de créer le jeu parfait eux-mêmes, ils se sont dit « Et si on regardait ce que les créateurs amateurs essayent de faire ?» Ah, malin! Ils ont donc lancé un grand concours international de création de jeux sérieux. Le concours UGGS-G pour User Generated Serious Games. Des jeux faits par les utilisateurs pour les utilisateurs. D'accord. Et il y avait un thème précis? Oui, le thème était assez corporate, on va dire. La relation client dans le monde des télécommunications. Mhm. Mais c'était décliné en 3 sous-thèmes plus concrets. On pouvait soit créer un jeu pour enrichir les connaissances des clients, soit un jeu pour promouvoir des gestes éco-citoyens. Le recyclage des téléphones, ce genre de choses? Après, comment la technologie peut aider à lutter contre l'isolement? Le but était simple, collecter des dizaines de jeux et analyser comment leurs créateurs essayaient de faire passer un message. Alors là, on s'attend à découvrir des pépites, non? Des concepts hyper innovants. Qu'est-ce que le jury a trouvé? Eh ben, quasiment rien. C'est la première douche froide de l'étude. Ah bon? Le jury, composé de professionnels du jeu et d'universitaires, a été très déçu. Leur verdict était sans appel. La qualité des jeux soumis était très faible. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? En gros, la plupart des créateurs n'avaient pas compris la difficulté de l'exercice. Beaucoup de jeux, c'était des concepts de divertissement très classiques. Un quiz, un jeu de tir, sur lesquels on avait maladroitement plaqué un message utilitaire. Comme un simple slogan. C'est ça, comme prendre un jeu de voiture et juste ajouter à un panneau « Conduisez prudemment ». Ça ne fonctionne pas. La conclusion du jury, c'était que faire un bon serious game, ce n'est pas juste coller un message sur un jeu marrant. C'est un vrai métier. D'accord, donc le concours est un échec sur le plan créatif. Fin de l'histoire, on arrête l'étude. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais c'est là que l'enquête prend un tournant incroyable. L'échec du concours a en fait fourni aux chercheurs la preuve qu'ils cherchaient, mais d'une manière totalement imprévue. Comment ça? La preuve n'est pas venue des jeux qui ont gagné, mais de ceux qu'ils ont dû rejeter, Ceux qu'ils ont refusés? Pour quelles raisons? pour des raisons juridiques. Certains jeux étaient de véritables brûlots qui attaquaient de front les opérateurs de télécommunications, y compris France Télécom qui organisait le concours. Ah oui, quand même. Il y en a 2 qui ont particulièrement marqué les esprits. Le premier s'appelait Natural Phone Squealer. Un écureuil tueur de téléphone. Ça promet. C'est à peu près ça. On voyait un petit écureuil, tout mignon, dans une forêt. Et cette forêt était envahie par les logos des grands opérateurs français. Le joueur contrôlait l'écureuil qui, avec un canon à noisettes, devait détruire ces logos. Un genre de Space Invaders écolo et militant. Exactement. Et le deuxième était encore plus frontal. Il s'appelait Orange Métallique. D'accord. Le but, c'était d'empêcher des techniciens d'installer des antennes relais. Et là, il y avait 2 versions, ce qui est fascinant. Une première soumise par une femme où le joueur utilisait une baguette magique pour transformer les techniciens en orange. Plutôt poétique comme approche. Et la deuxième version? La deuxième, créée par un homme, était beaucoup plus gore. Le joueur avait une arme à feu et devait littéralement tirer sur les techniciens qui s'effondraient dans une mare de sang. Attendez. Une version gore où on tire sur des techniciens, dans un concours organisé par un opérateur télécom. Oui.
C'est incroyable qu'ils aient même osé soumettre ça. Comment est-ce que ça a été reçu en interne? C'est précisément là que se trouve la découverte. Évidemment, ces jeux ont été disqualifiés sur le champ. Mais ils ont circulé en interne chez France Télécom. Et là, l'impact a été énorme. Ah oui? Des employés, des techniciens, des cadres se sont sentis personnellement visés, attaqués. Ils se sont projetés dans ces petits personnages. Ça a provoqué un choc, de la colère. Je comprends. Et pour les chercheurs, c'était la révélation. Ils avaient la preuve tangible, irréfutable, qu'un petit jeu amateur pouvait avoir un impact émotionnel direct, viscéral et extrêmement puissant. La première pièce du puzzle était en place. C'est une ironie incroyable. La preuve que ça peut fonctionner vient de jeux militants qu'ils ont été obligés de censurer. D'accord, donc l'impact est possible, mais ça nous dit rien sur le grand public. J'imagine qu'ils ne pouvaient pas baser toute leur étude sur ça. Évidemment non, c'est ce qui les a conduits à la deuxième grande étape. Puisque les jeux du concours n'étaient pas exploitables, ils se sont dit « Très bien, on va créer nos propres jeux ». Ah, pour maîtriser complètement le... Exactement, pour maîtriser le message de A à Z et étudier la réaction d'un public neutre. Et qu'est-ce qu'ils ont créé alors? Ils ont développé 3 jeux assez différents en s'inspirant des thèmes du concours. Le premier, Mind Up, un jeu de réflexion assez classique. Le deuxième, Hotnet Island, un jeu de rapidité sur le thème de l'écologie. D'accord. Et le troisième, qui est le plus intéressant pour la suite, s'appelait Flee the Skip. Alors, ça, c'est quoi? Imaginez un jeu de plateforme, un peu à la Mario, mais vous êtes 4 vieux téléphones portables jetés dans une benne. Et vous ne pouvez absolument pas vous en sortir seul. L'un doit faire un pont avec son corps, l'autre pousser un objet. Ah, la coopération est obligatoire. Elle n'est pas une option, c'est la seule mécanique pour survivre. C'était un jeu sur la solidarité. Concept très clair. Donc ils ont mis ces jeux en ligne et ont regardé ce qui se passait. C'est ça. Ils ont observé plusieurs choses. D'abord, un fait assez pragmatique. Les versions anglaises ont été jouées 25 fois plus que les versions françaises. Ah oui, d'accord. Mais la découverte la plus fascinante est venue des tests utilisateurs en laboratoire sur Flee the Skip, le jeu coopératif. Ils y ont décelé une différence de réception radicale entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire? Les femmes ont plus aimé le jeu. Ce n'est même pas une question de performance ou de goût, c'est une question de perception, de ce qu'ils ont retenu de l'expérience. Racontez-moi. Les femmes ont non seulement dit avoir beaucoup apprécié l'aspect coopératif, mais surtout, quand on leur demandait de raconter le jeu, elles parlaient spontanément de solidarité, d'entraide. Elles avaient parfaitement intégré le message. Et les hommes? Les hommes, eux, se sont focalisés sur toute autre chose. Leur retour portait quasi exclusivement sur la mécanique de jeu, la performance, les règles, la stratégie pour gagner. Le gameplay. Le gameplay, l'efficacité, le challenge. L'un d'eux a même eu cette phrase extraordinaire, je cite, « Un boulet entraîne tout le monde vers le bas ». Incroyable. Il voyait la coopération forcée comme un obstacle, là où les femmes y voyaient le cœur même du message. C'est sidérant. On a deux publics qui jouent au même jeu, vivent la même expérience, mais qui n'en retiennent pas du tout la même chose. L'un voit le message, l'autre voit la machine. C'est exactement ça. Et c'est une découverte capitale. Non seulement l'impact est possible, mais il n'est pas du tout uniforme. Il dépend de qui joue et peut-être des raisons pour lesquelles on joue. D'accord, donc ils ont prouvé qu'un impact existe, ils ont vu que cet impact était perçu différemment, mais ça ne répond pas à la question de fond. C'est quoi au juste un impact? C'était la suite logique, j'imagine. C'était la question à 1 million. Pour y répondre, ils ont lancé la 3e et dernière phase, la plus ambitieuse. Un dispositif de grande envergure, un site web dédié, Serious Games, Opinion, et un panel de 121 testeurs. Très large comme panel. Très diversifié, oui. Des hommes, des femmes de 16 à 76 ans. Et leur mission, c'était quoi? Tester une collection de 11 Serious Games très connus et très variés. Ça allait de jeux militants satiriques comme McDonald's de Video Game, Ah oui, je connais, c'est une critique assez féroce. à des jeux beaucoup plus durs comme Darfur is Dying, qui plonge le joueur dans la peau d'un réfugié au Darfour. L'idée était de les exposer à un maximum de messages différents. Alors, après cette immense phase de test, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être impacté par un jeu? C'est quoi la grande conclusion? La grande conclusion, c'est que le mot « impact » est un terme beaucoup trop vague. La réalité est bien plus riche. L'étude a permis d'identifier non pas un, mais toute une palette de types d'impact. Ils en ont formalisé 6 principaux. D'accord, décomposons ça. Le premier, Le premier, c'est le plus évident,
l'impact émotionnel. Le jeu provoque une réaction, plaisir, joie, mais aussi colère, indignation. D'accord, le niveau de base. C'est ça. Le deuxième, c'est l'acquisition de connaissances. Très simple. Le joueur apprend quelque chose qu'il ignorait. Le troisième est une nuance, le rappel ou complément de connaissances. Le jeu renforce ou réactive un savoir qu'on avait déjà. Logique. Jusque-là, ça correspond à l'idée d'un jeu éducatif classique. Et les autres? Les autres vont plus en profondeur. Le quatrième type, c'est le changement d'opinion. Là, on franchit un cap. Le joueur déclare avoir changé d'avis sur un sujet après avoir joué. Ah oui. Le cinquième va encore plus loin, le changement de comportement. Le joueur affirme que le jeu lui a donné envie d'agir différemment, mais les chercheurs restent très prudents là-dessus, en soulignant que cette intention est sûrement très éphémère. D'accord, une intention, pas forcément une action. Et le sixième? Le sixième est peut-être le plus subtil. Ils l'ont appelé la critique constructive. C'est quand le joueur reçoit le message, le comprend, mais au lieu de l'accepter passivement, il s'en empare pour le questionner, le nuancer. Pour développer sa propre argumentation. Exactement. Le jeu ne devient pas une vérité, mais un déclencheur de réflexion. Attendez, la critique constructive, c'est passionnant. Ça veut dire qu'un jeu peut avoir un impact, même si à la fin le joueur est en désaccord avec le message. C'est totalement contre-intuitif si on pense que le but est de marteler une vérité. Mais si le but est de susciter un débat, alors c'est une forme d'impact extrêmement réussie. Ça montre une vision beaucoup plus mature de ce que communiquer veut dire. C'est une grille de lecture vraiment puissante. Est-ce qu'il y a eu d'autres résultats marquants dans ces tests? Un dernier indice? Oui, un dernier point peut-être le plus frappant de tous. Ils ont découvert une corrélation très forte, les jeux qui provoquaient les émotions négatives les plus intenses, la peur, le choc, comme Darfur is Dying, étaient aussi, et de très loin, ceux dont le message était le mieux et le plus précisément restitué par les joueurs. C'est paradoxal. Pour faire passer un message efficacement, il faudrait presque agresser le joueur émotionnellement. Disons plutôt qu'une expérience marquante, même désagréable, semble ancrer le souvenir et le message de manière beaucoup plus profonde qu'une expérience tiède. Un choc émotionnel agit comme une encre mémorielle. Ce parcours est assez incroyable. On part d'une question toute simple, est-ce que ça marche? Et on arrive à une compréhension très fine des 6 manières dont un jeu peut nous impacter. Absolument. Et la conclusion générale de l'étude, c'est qu'un serious game n'est pas une pilule magique. Pour être efficace, il ne peut pas être un objet isolé. Il doit s'inscrire dans un contexte. Et, point crucial, l'utilisateur doit sans doute déjà avoir une certaine prédisposition au message. Une ouverture d'esprit. Voilà, le jeu ne semble pas capable de convertir un sceptique, mais il peut accompagner ou renforcer une opinion. Ce qui nous amène à une dernière histoire. Un cas rapporté par les chercheurs qui est peut-être le plus troublant de tous. Ils ont fait jouer des étudiants à un jeu qui s'appelle September 12. C'est un jeu très connu. Le concept est simple. Vous voyez une ville avec des civils et des terroristes qui se mélangent. Vous avez un viseur pour tirer des missiles. D'accord? Mais à chaque fois que vous tirez pour éliminer un terroriste, l'explosion tue inévitablement des civils. Et pire, chaque civil tué fait apparaître de nouveaux terroristes. Le message est donc que la violence est contre-productive. C'est un message pacifiste, oui. Un cycle sans fin de haine. Et comment les étudiants l'ont interprété? Eh bien, certains l'ont interprété d'une manière totalement inverse à l'intention du créateur. C'est-à-dire? Leur conclusion n'était pas que la violence était une mauvaise solution. Non. Leur conclusion, c'était que l'armée manquait de moyens et qu'il fallait lui donner des armes plus précises pour tuer les terroristes sans faire de dommages collatéraux. C'est incroyable. Ils ont retourné le message à 180 degrés pour qu'il corresponde à leur propre vision du monde. Exactement. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse qui va bien au-delà du jeu vidéo. Un créateur peut-il jamais totalement maîtriser l'interprétation de son œuvre? Ou est-ce qu'au final, le public, avec ses propres filtres et ses propres convictions, a toujours le dernier mot sur le sens d'un message?